Bonjour à celles et celles que je n'ai pas encore vues dans ce carré 1. Cela ne vous a probablement pas échappé. Les entreprises qui travaillent simultanément la satisfaction des clients et l'engagement des collaborateurs ont trouvé un élément clé de performance. Ça permet d'attirer, de fidéliser les clients, mais aussi de nourrir ce qu'on appelle la marque employeur, que vous connaissez bien, et puis aussi de fidéliser les collaborateurs. Donc ça, c'est super sympa. On voit même qu'il y a des études qui montrent que les entreprises qui ont le plus fort taux d'engagement avec leurs collaborateurs, ils ont des niveaux bien évidemment inférieurs en matière d'absentéisme, de turnover, des niveaux aussi supérieurs de satisfaction et de croissance de chiffre d'affaires. Ça, c'est top. Et une des clés de cette réussite, elle s'appelle la symétrie des attentions. Cette fameuse symétrie des attentions. Certains connaissent cette approche. Elle met la qualité de la relation d'une entreprise avec ses clients et la qualité de la relation de l'entreprise avec ses collaborateurs au même niveau. Pas un plus que l'autre, au même niveau. Et là, on va parler, je pense, de ce beau sujet de symétrie des attentions avec un homme qui est passionné par le sujet, qui est passionnant aussi. Il s'appelle Jean-Jacques Gressier. Il est président de l'Académie du service. C'est un cabinet de conseil qu'il a monté, et c'est un cabinet de conseil en formation qu'il a fondé en 2004. Place donc à un homme qui a pris beaucoup d'avance sur le sujet, et ce sujet concerne toutes les entreprises. Je vous demande d'applaudir Jean-Jacques Gressier qui me rejoint sur scène. Jean-Jacques, on va te passer un micro. Bienvenue à toi ici, sur ce plateau. Merci ici. beaucoup. On va le faire un peu en deux temps. Tu nous fais un petit keynote. Voilà, tu vas nous expliquer un peu le propos. Et ensuite, on passe à vos questions, au feu roulant de vos questions. Il y a déjà Mélanie qui dit « j'ai une question à lui poser ». Donc, ça va continuer. Jean-Jacques, le plateau est à toi. On se retrouve juste après. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'être avec vous ici aujourd'hui, dans cette très belle ville de Rennes que je ne connaissais pas, dans cette belle région de Bretagne que je connais un peu. J'ai été très très bien accueilli hier par les équipes de Michel. Par toi aussi. Je trouve que la conférence que nous avons eue avant a déjà beaucoup introduit les sujets dont on va parler, mais c'est normal parce qu'en fait, je pense qu'on vit tout dans le même monde. Je pense que c'est important qu'on regarde ce monde ensemble et que c'est en le regardant ensemble avec des facettes différentes, je pense qu'on trouvera des solutions. Donc, pour me présenter à vous, je voulais vous dire simplement que j'ai un grand passé d'hôtelier. J'ai été hôtelier pendant 30 ans dans le groupe Accor. J'étais hôtelier et j'aimais ça et j'aime toujours ça parce que j'aime toujours recevoir. Et qu'en étant dans le groupe Accor, après avoir dirigé une filiale où il y avait 85 hôtels, j'ai demandé au président du groupe, au fondateur, de prendre la direction du développement des compétences pour les 150 000 collaborateurs qu'on avait dans le monde à l'époque. Et en partant de l'Académie Accor d'Evry, j'ai créé un réseau de 15 académies dans le monde. C'est comme ça que des grandes entreprises sont venues nous trouver, ayant entendu parler de ce réseau d'académies qui en fait véhiculait des compétences de management et de marketing. On n'était pas des écoles hôtelières. Ils sont venus nous trouver en nous disant « Écoutez, on a un problème, on n'y arrive pas avec la relation client, la culture de service. On voit que vous y arrivez, que vous savez faire. Vous êtes un peu tombé dans la marmite quand vous étiez petit. Est-ce que vous accepteriez de nous aider ?» Un hôtelier, ça ne dit jamais non quand on frappe à sa porte. C'est donc comme ça que j'ai créé une organisation qui s'appelle l'Académie du service au sein du groupe Accor, qui a répondu à ces demandes. Et puis j'ai racheté cette organisation en 2011 au groupe Accor. Alors, pour rentrer dans le sujet, je vais d'abord vous raconter une histoire. En tant que patron de l'ensemble des académies Accor, j'avais aussi la charge d'animer la convention annuelle des dirigeants du groupe. Et à l'occasion d'une de ces conventions, j'avais eu l'idée d'inviter un moine bénédictin. Parce que je pense que par moments, c'est important de se faire éclairer par des gens pour lesquels l'esprit est important, le cœur aussi, et bien sûr le corps. Mais je pensais que cet homme pourrait nous éclairer. Et en ouverture de la conférence, très vite, quand il a pris la parole, il a dit avec beaucoup de malice, mais tu sais, vous savez, Jean-Jacques, vous savez tous, dirigeants du groupe Accor, vous n'êtes pas les premiers hôteliers au monde.
Les premiers hôteliers au monde, c'est nous, les moines. Et pour 2 raisons. La première, c'est qu'on était déjà sur les routes du monde avant vous. Et la deuxième, c'est que nous, on accueille tous les hommes et tout l'homme. Accueillir tous les hommes et tout l'homme m'a profondément marqué dans mon métier d'hôtelier, parce que je trouvais que ça résonnait parfaitement, mais me marque aujourd'hui, me résonne encore toujours dans ma tête maintenant, dans mon métier d'homme qui veut améliorer la notion de service en France, parce qu'effectivement, je pense que la notion de service, c'est bien d'accueillir tous les hommes qui ont besoin d'être servis et de les accueillir en entier, c'est-à-dire de les accueillir dans leur unicité. C'est ça qu'on veut dire quand on dit accueillir tout l'homme. Donc j'ai pensé que cette phrase pouvait vous intéresser aussi. Alors, comme ça a été annoncé, et puis effectivement l'introduction de Thomas, on voit bien qu'on est complètement dans cette même vision. Qu'est-ce que c'est que la symétrie des attentions? C'est ce que je vais vous expliquer rapidement. Tout d'abord, l'Académie du service est une entreprise à mission et nous voulons incarner et faire vivre ce concept de la symétrie d'attention au sein des organisations pour y faire grandir et s'épanouir les femmes et les hommes, ceci individuellement et collectivement. On le fait parce que c'est notre approche, on pourrait dire philosophique, mais on le fait aussi parce que c'est le seul chemin, selon nous, pour que ça soit performant. S'il n'y a pas la réunion de ces deux choses, de cette expérience client, expérience collaborateur, il n'y a pas une performance durable. Et comme ça a déjà été dit, les entreprises qui font la course en tête sont dans cette logique. La symétrie, elle dit une chose très simple, je la rappelle rapidement, c'est que la qualité de la relation entre une marque ou une entreprise et ses clients est symétrique de la qualité des relations à l'intérieur de l'organisation. Mais cette organisation elle est de plus en plus vaste. Ça inclut aussi la relation avec les partenaires, les prestataires qui concourent à rendre le service. Mais aussi une autre notion importante qui est éclairée par la symétrie d'attention quand on parle de cette culture de service. Qu'est-ce que ça veut dire, la culture de service? On peut considérer qu'elle est composée de 3 choses. D'abord, la culture client. La culture client, si on voudrait la résumer en un mot, c'est prendre toutes ses décisions comme si le client était dans la salle. C'est ça la culture client. La culture managériale d'aujourd'hui, c'est de se dire est-ce que je prends toutes mes décisions en ayant la ferme volonté de valoriser les collaborateurs qui sont concernés par cette décision. Et le troisième élément, qui est la culture de la collaboration, c'est est-ce que j'ai bien conscience et est-ce qu'à chaque fois que je fais évoluer l'entreprise, que je mets en place des projets, je suis toujours dans un jeu collectif. J'imprime en permanence cette intelligence collective dans les actions que j'entreprends. Et la réunion des 3 peut créer cette culture de service. Alors, pour continuer à rentrer dans cette double expérience, client-collaborateur, je vais vous montrer une pyramide de l'expérience client. Ça va permettre de rentrer aussi dans le sujet. D'abord, on va regarder ce que c'est que la promesse de base. On connaît bien ça, vous êtes des gens de marketing. C'est quoi la promesse de base? La promesse de base, vous le savez, c'est satisfaction des besoins de base, qualité, prix, délai. C'est le minimum, c'est ce qu'on appelle parfois la dette. Et quand on fait juste ça, les clients nous disent j'ai fait un deal, j'ai peu de temps à vous consacrer, vous avez pris des engagements, vous les tenez ou alors allez faire autre chose. Ça, c'est la promesse de base. Si on ne fait pas ça, on est hors jeu, c'est bien évident. Après, on peut rentrer dans une dimension un peu supérieure, c'est commencer à rendre vraiment service à ses clients, à s'adapter à leur situation. C'est aller un peu au-delà du contrat pour commencer à être dans une réponse qui peut être unique parce que chaque client est unique. Donc là, on va faciliter l'utilisation, on va réduire les insatisfactions, on va traiter les réclamations, on va s'adapter à chacun de ses clients. Et là, les clients ils commencent à nous dire vous êtes des pros, mais il y en a d'autres, faites-moi gagner du temps. Et ça a déjà été un peu dit tout à l'heure, il faut faire gagner du temps à nos clients, il faut réduire leur effort, tout ça, vous le savez bien. Mais si on veut faire la course en tête, il faut aller dans le haut de la pyramide. Et le haut de la pyramide, c'est l'expérience mémorable. C'est comment on va le surprendre. On dit parfois que quand on parle justement d'expérience mémorable, quand on parle d'expérience client, on la définit nous en disant que l'expérience client, c'est le souvenir émotionnel que le client garde de la relation qu'il a eue avec l'entreprise. Donc quand on est dans le haut de la pyramide, il faut se dire qu'on devient des managers d'émotions. Tout ce qui est les processus, tout ça, c'est en bas. Quand on veut être recommandé, il faut commencer à être des gestionnaires d'émotions. C'est ça qui parfois est complexe dans les entreprises, parce que beaucoup de dirigeants, beaucoup de managers n'ont jamais été des managers d'émotions. On leur avait peut-être appris un jour que s'il fallait être fort, il fallait se couper de ses émotions. Non, non. Il faut accueillir ses émotions, reconnaître les émotions de ses clients, gérer les émotions de ses clients et de ses collaborateurs, on va y revenir.
Donc l'expérience mémorable, c'est justement plaisir, émotion, considération, personnalisation, puis aussi l'innovation, parce que effectivement, les besoins de nos clients, ils évoluent tous les jours. Et là, le client, il nous dit, je veux collaborer avec vous, et uniquement avec vous, je vous consacre du temps. C'est ça que nous disent les clients. Et ils sont prêts à nous consacrer du temps pour participer à l'amélioration du service qu'on leur rend. Donc ça, c'est l'expérience client. Vous vous doutez bien qu'avec la symétrie des attentions, je ne pouvais pas vous parler d'expérience client sans vous parler d'expérience collaborateur. Alors regardons là un premier regard un peu caricatural, baby boomer. Hein, c'est un peu moi ça, hein, d'accord? On peut le regarder comme ça. Donc pour le baby boomer, la promesse de base, c'est quoi? C'est une relation gagnant-gagnant, c'est le respect du contrat, c'est des conditions de travail bienveillantes, c'est une vision claire sur les évolutions possibles, c'est l'escalier professionnel. Ça, c'est la promesse de base pour quelqu'un de ma génération ou un peu plus jeune. Ce que je vis au quotidien est conforme à la promesse que j'ai eue à l'embauche. OK, à ce moment-là, la promesse de base est tenue, ça va. Le service, hein, parce qu'on est aussi, on dit souvent, nous, que quand moi j'ai démarré ma carrière, les collaborateurs étaient au service de la réussite de leur manager. Aujourd'hui, on dit que les managers sont au service de la réussite de leurs collaborateurs. On a quand même inversé la pyramide, hein, et fort heureusement. Donc le service, c'est aide dans les situations difficiles, c'est la réduction des irritants, c'est l'acceptation des aléas de la vie. Nos collaborateurs peuvent avoir des aléas, est-ce qu'on accepte ces aléas? C'est le développement de mes talents professionnels, c'est le management qui fait grandir. Là, on est dans un management qui facilite la vie du collaborateur. Et là, le collaborateur, il est soutenu dans les moments difficiles, professionnels et personnels, et il peut s'épanouir dans son travail. C'est ça dont il témoigne. Pour avoir une expérience mémorable qui fait qu'on va avoir des collaborateurs qui vont nous recommander, qui vont nous être fidèles, ben là, il faut le surprendre aussi tous les jours, hein, parce que la difficulté de l'expérience client et de l'expérience collaborateur, c'est que ça se gagne, ça se réussit ou ça se détruit tous les jours. C'est pour ça que c'est des approches très exigeantes, parce que réussir ça tous les jours, ce n'est pas si facile. Donc le plaisir dans les relations clients et la coopération. La coopération est un véritable enjeu dans les entreprises. La convivialité, la participation aux innovations, l'entreprise engagée, dont on parle de plus en plus, et puis le manager inspirant. Ça, on commence à être dans le haut de la pyramide. Et là, je vais prendre du plaisir à faire ce que je fais, à retrouver mes collègues et clients. Mon travail a du sens pour moi et pour la société. On est comme ça. Mais vous m'avez bien vu venir en parlant des baby boomers, c'est que j'allais vous parler des gens qui sont plus jeunes. J'allais vous parler des personnes, de vous qui êtes dans la salle, qui êtes beaucoup plus jeunes que moi pour certains d'entre vous. Quand on compare les attentes des baby boomers, mais alors, point premier, on est tous à la fois, moi je suis baby boomer et Y, et même plus. On est tous différents. C'est important de regarder les choses comme ça parce que ça peut nous éclairer et nous permettre de comprendre que chaque collaborateur est unique, et c'est ça la difficulté aussi du management, c'est que où se situe le collaborateur que je veux engager sur cette échelle. On peut avoir des modèles repères qui nous aident à le comprendre, mais il va falloir le comprendre lui en tant que personne unique. Donc avant, le baby boomer, il était plus sur le salaire. Maintenant, il veut en plus, c'est pas vu. XY, c'est pas qu'il veut pas de salaire, il veut une juste rémunération tout autant, mais il veut que son travail ait du sens. Donc ça s'ajoute, hein, c'est du « et » à chaque fois. Hein. Ces révolutions sont parfois difficiles parce qu'on penserait parfois que c'est « ou ». Non, c'est toujours « et ». La satisfaction était un élément important, je suis satisfait de mon travail. Maintenant, je veux le développement des compétences. Je veux chaque jour me rendre compte que je serai plus compétent demain qu'hier, parce que je sais que le monde dans lequel je vis va me demander de plus en plus de compétences. Les collaborateurs sont très lucides là-dessus. La hiérarchie, hein, on est dans des systèmes assez pyramidales, et ces repères d'ailleurs pouvaient aussi nous convenir, et peuvent encore nous convenir. Hein. Mais aujourd'hui, on veut des managers coachs. Hein, c'est le manager qui nous soutient, qui nous fait avancer. Et puis il y avait l'échange lors de l'entretien annuel, hein, quand on en avait un par an, où on pouvait un peu dire ce qu'on pensait, et où le rapport qui était émis correspondait un peu quand même à ce qu'on avait dit, on était très satisfait. Aujourd'hui, on veut une communication continue avec du feedback permanent. Hein. L'accent sur mes faiblesses, hein, c'était quand même, on était beaucoup managé au travers de ce qu'il ne fallait pas refaire. Hein. Aujourd'hui, on veut l'accent sur mes compétences. Hein, c'est comment un bon feedback aujourd'hui, et ça a toujours été, mais maintenant ça se pratique, c'est commencer à faire dire à la personne ce qu'elle a bien fait. Et après, la faire réfléchir sur ce qu'elle aurait pu faire différemment pour être encore plus heureuse de sa réalisation. Mais il y a une chose importante qu'il faut avoir, que tous on ait en conscience, c'est que le manager ou le chef d'équipe représente à lui seul 70% de la variance dans l'engagement de son équipe.
Donc, si vous n'avez pas des équipes engagées, interrogez-vous. Si vous en avez, félicitez-vous, parce que c'est quand même vous qui en êtes responsable et qui en êtes les auteurs, j'ai envie de dire. La génération XY, quand on reprend la pyramide, rapidement, qu'est-ce qu'on constate? La même pyramide, si on la regarde maintenant, on va d'abord voir que la promesse de base, elle est plus élevée. Et c'est ça qui est très dur parfois, c'est que même c'est pareil pour les clients, hein, il faut en mettre de plus en plus dans la promesse de base pour ne pas être hors jeu. La promesse de base aujourd'hui, elle s'est augmentée, hein, c'est la juste rémunération, c'est la convivialité au travail, c'est un travail qui est porteur de sens, c'est le plaisir dans les relations clients et de la coopération, et puis c'est des horaires de travail adaptés aussi à mes contraintes personnelles. Et on ne peut pas contester ça. J'ai choisi mon travail, il trouve mon compte, et plaisir à retrouver mes collègues. Ça devient la promesse de base. Si on n'a pas ça aujourd'hui, on a un turnover excessif. Et le turnover peut être une réalité dans certains. Mais moi, je connais, on parle souvent, par exemple, je viens de l'hôtellerie. On parlait beaucoup du turnover dans l'hôtellerie. Moi, j'ai toujours connu à Paris, où on me expliquait qu'il y avait beaucoup de turnover à Paris parce qu'il y avait plein de boulot. J'ai toujours connu des hôtels à Paris où il n'y avait pas de turnover. Et je connais des centres de relations clients, dont on parle beaucoup en termes de conditions de travail et de turnover. Je connais des centres de relations clients qui n'ont pas de turnover. Donc, ces données sociologiques, il faut les connaître. Mais qu'est-ce qu'on en fait pour gagner ce qu'on a à gagner en les intégrant? Ce n'est pas des problèmes qui sont non solvables. Donc on voit que cette pyramide, la promesse de base, elle s'est élargie. Quand on regarde l'étage supérieur, le service, aujourd'hui, hein, ben c'est le télétravail flexible. Voilà. Hein, maintenant, on veut choisir un peu quand on travaille de la maison, quand son métier le permet. Les collaborateurs ne sont pas fous. Quand le métier ne le permet pas, ils ne vous demandent pas le télétravail. Mais s'ils peuvent aussi bien travailler de chez eux que d'entreprise, ben, ils ont envie de pouvoir que ça soit quand même souple et que ça corresponde quand même à leurs contraintes. Ils veulent des managers humains et compréhensifs qui fait grandir. Ils veulent qu'on essaye de réduire en permanence les irritants, hein, ce qui les empêche de réaliser leur travail avec fierté. C'est un peu ça, les irritants. Et puis, ils veulent de l'autonomie et de la créativité. Et à ce moment-là, ils vont dire ben, j'ai de la latitude pour organiser mon temps de travail comme je le souhaite et proposer des pistes d'amélioration. Il n'y a rien de plus frustrant pour un collaborateur qui voit qu'on pourrait faire autrement et que ça serait mieux que de ne pas être entendu et de ne pas être écouté. Ils veulent un bon management, ils veulent s'épanouir dans leur travail, ils veulent se réaliser professionnellement. C'est quand ils ne peuvent pas qu'ils se désengagent, mais quand ils le peuvent, ils sont très engagés. L'expérience mémorable, c'est la participation aux innovations, c'est du temps pour des projets RSE. Il y a des entreprises aujourd'hui qui donnent, par exemple, une journée par mois à leurs collaborateurs pour qu'ils aillent travailler dans l'association qu'ils ont choisie, qui n'a rien à voir avec la boîte. C'est-à-dire, je te donne du temps et je te paye du temps pour que tu puisses accomplir ton chemin de citoyen responsable de ce qu'il faut qu'on entreprenne aujourd'hui pour sauver la planète. Hein, donc, c'est un sujet qui devient de plus en plus important. C'est le manager inspirant, c'est des amitiés qui naissent. On parlait de convivialité. Aujourd'hui, il y a des aspirations. Ah oui, je travaille et j'y rencontre des gens. Et si de ces rencontres pouvaient naître quelques amitiés, parce qu'on a tous besoin de ces sentiments affectifs, hein, il faut oser le dire, et ben à ce moment-là, ça fait partie de l'expérience mémorable. Hein. Je participe à des projets inspirants et impactants qui me rendent fier. J'ai réussi à nouer des amitiés avec certains de mes collègues. C'est ça que pourraient formuler des collaborateurs. Donc ces deux pyramides, elles sont importantes parce qu'elles peuvent vous permettre de comprendre où vous vous situez et où vous devez investir du temps. Alors, on va commencer à vous faire travailler, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Moi, j'aime bien quand c'est un peu interactif. Quels sont parmi vous, ceux qui, aujourd'hui, vous levez la main, sont en train de repenser la promesse de base pour vos collaborateurs? Quels sont ceux qui sont en train de la questionner et de se dire qu'il faut qu'on redéfinisse le contrat de base? Quels sont ceux qui font ce boulot aujourd'hui? Allez, personne? Bravo, ça veut dire que tout va bien dans vos entreprises, que vous n'avez pas de problème de recrutement, pas de problème d'insertion, pas de départ en période d'essai. Hein, mais c'est important de se dire, est-ce que dans mon entreprise, et je pense qu'une des difficultés aujourd'hui, c'est qu'en permanence, il faut re-questionner tout ce qu'on fait parce que le monde client et le monde collaborateur, pour le dire facilement, évolue en permanence. Donc celui aujourd'hui qui ne remet pas en cause sa promesse de base et qui ne l'améliore pas, qui ne l'enrichit pas, très vite, il va se retrouver en carence de recrutement. Et c'est la même question. Hein. Quels sont ceux aujourd'hui qui font un vrai travail en disant qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faciliter la vie de nos collaborateurs? Si vous ne vous interrogez pas là-dessus, dans votre service, dans votre entreprise, vous allez perdre du terrain, vous allez perdre un avantage concurrentiel. Vous allez perdre de la force d'engagement, on pourrait dire ça comme ça. Et vous allez venir, c'est pareil, hein, il faut travailler sur qu'est-ce que je pourrais faire pour que mes collaborateurs me recommandent, pour que mes collaborateurs me soient fidèles.
Vous levez la main parce que vous travaillez sur l'expérience mémorable. Bravo, merci, ça me fait bien plaisir. Mais n'hésitez pas, quand je vous interpelle comme ça, il n'y a pas de risque. Je ne relève pas les noms de ceux qui ne lèvent pas la main. Hein. De toute façon, tout ça a été fait avec beaucoup de bonhomie. Alors, autre chose aussi, c'est une autre façon de regarder ces sujets, c'est de se dire, mais en 2023, qu'est-ce qui va préoccuper particulièrement nos collaborateurs? C'est quoi leur préoccupation? Alors, quels sont les enjeux? On va regarder ça comme ça. 87% des grands collaborateurs veulent une entreprise éthique. Donc, quand on parlait de choses qui ne sont pas éthiques, hein, de comportements qu'on pourrait se faire prendre avec la main dans le pot de confiture, comme on dit, c'est très dangereux. Parce que je pense que ça peut être une motivation de désengagement, ça peut créer du désengagement très rapide. On a tous envie de travailler. Nous, à l'Académie, on a un concept de base, vous l'avez peut-être déjà compris, on dit toute action, tout projet doit valoriser les collaborateurs concernés, j'ai déjà un peu dit. Hein. Et puis on a aussi cette chose cheville au corps, c'est de faire toujours le pari de l'intelligence des collaborateurs. Et comme nos collaborateurs, comme nos clients sont des gens intelligents, il ne faut pas leur raconter des salades. Et si on commence à faire des choses qui ne sont pas réglo, ils ne vont pas nous le pardonner. Après, le Français est anxieux. Un Français sur 4 envisage un avenir optimiste. Ça veut dire que 3 sur 4 sont pessimistes sur l'avenir. On est dans un monde anxiogène, dans un monde incertain. Les évolutions dont on parlait tout à l'heure peuvent nous faire peur. Je pense que moi, il faut les comprendre pour surfer dessus, mais ça peut nous faire peur. Il y a beaucoup d'anxiété. Donc quand on manage, si on n'intègre pas qu'on a 3 collaborateurs sur 4 qui peuvent être anxieux, je pense qu'on ne va pas adapter son management à la réalité des besoins de ses collaborateurs. 64% souhaitent une plus grande flexibilité dans l'organisation de leurs horaires. Alors il y a des métiers qui le permettent, il y a des métiers qui le permettent moins, mais néanmoins, quand on fait le pari que nos collaborateurs sont suffisamment intelligents en respectant le cadre pour organiser la flexibilité qui diminue pour eux ce qu'on pourrait appeler la pénibilité au travail, ils trouvent des solutions. Il y a des entreprises aujourd'hui qui donnent le staffing dont elles ont besoin par horaire et les collaborateurs font eux-mêmes le planning. Et ils s'organisent et la hiérarchie n'a jamais à intervenir. Hein, et là, c'est flexible parce que c'est eux qui ont décidé. Il n'y a pas besoin de la hiérarchie pour décider des plannings. Il suffit de donner le cadre de décision. Les personnes sont intelligentes, on peut leur faire confiance. Singulier, 64% recherchent une entreprise avec des critères de diversité et d'inclusion. On est dans un monde qui est comme ça, où il y a beaucoup de... Voilà, on veut pouvoir intégrer tout le monde, parce qu'on sait très bien que nous-mêmes, demain, on pourrait être discriminés. On dit qu'il y a de plus en plus de gens fragiles. Hein, donc, si je suis dans une entreprise qui prend soin des gens, ça me rassure aussi. Puis je veux que mon entreprise, ça peut rejoindre le comportement éthique que j'ai cité en premier. En formation, 85% estiment que la formation permet d'enrichir ses compétences. Hein. Donc effectivement, c'est comment est-ce qu'on montre à ses collaborateurs que chaque jour, ils peuvent apprendre. Moi, quand je dirigeais les 85 hôtels là, du groupe Accor, je faisais très souvent des pots de départ quand des gens parlaient après 30-40 ans de carrière. Et donc, ils montaient sur scène, on les fêtait, parce que c'était quand même de très beaux parcours. Et toujours, je leur disais, mais raconte-nous ce qui t'a marqué dans tes 30 ou 40 ans. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois, en fait, ces personnes témoignaient de quoi? Ils témoignaient des 3 managers qu'ils avaient eu en 40 ans qui ne leur passaient rien, qui étaient exigeants vis-à-vis d'eux, avec respect. Mais l'exigence qu'on peut avoir vis-à-vis de ses collaborateurs, quand elle est formulée avec respect, les fait grandir, leur donne des compétences tous les jours. Hein. Et pourquoi j'insiste sur l'exigence? C'est parce que quand on parle de symétrie des attentions, parfois on peut penser que c'est un monde un peu ouaté, un peu le monde des bisounours, il faudrait prendre soin de ses collaborateurs et tout. Non, bien sûr qu'il faut prendre soin de ses collaborateurs. Mais la première chose qu'on peut faire pour un collaborateur, c'est aussi de lui montrer qu'on a de l'exigence par rapport à la façon dont il fait les choses, parce qu'on a besoin qu'il les fasse avec excellence. Donc former ses collaborateurs tous les jours, les faire grandir, c'est aussi une source de grande motivation au-delà de la qualité de service que ça génère. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui travaillent ces sujets? Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous travaillez, par exemple, l'éthique, par exemple, est-ce qu'il y en a qui travaillent l'éthique? Qui ont des réflexions sur comment est-ce qu'on peut faire attention à toujours être dans cette posture éthique? Hein? Vous avez levé la main, madame? Oui. Est-ce que vous travaillez dans ces tendances, s'il vous plaît? Oui.
Ça marche? Oui. Ça marche. Bonjour. Bonjour. Oui, bien sûr, au quotidien, en fait. Je forme une équipe d'apporteuses d'affaires qui vendent nos formations en ligne et l'éthique est hyper importante. Ouais. L'authenticité, l'intention, en fait, leur intention. Et c'est pour créer quelque chose à long terme. Il y a des techniques de vente qui existent, évidemment, qui marchent, mais il faut voir le long terme quand on fait ce qu'on appelle voilà, du sale aujourd'hui. Ça ne tient pas dans le temps. Non, ça tient pas Donc il longtemps. faut l'authenticité, il faut l'éthique, Bien c'est sûr. très très important. Ouais. Donc on y travaille tous les jours. Sur l'anxiété aussi, très important, ça me conforte que vous disiez ça parce qu'il est vrai qu'on le constate tous les jours. Et je suis coach mental aussi dans mon équipe et ça a un grand impact. Ouais. Donc je vais faire encore plus du coup. Merci. Merci pour votre témoignage. Par rapport à l'anxiété dont vous parlez, on vient de publier à l'Académie, on fait tous les ans, je vais vous montrer les éléments du baromètre de la symétrie d'attention, mais on vient de publier notre baromètre 2023, qui est une étude qu'on fait sur 14 secteurs et dans 11 dimensions, vous allez le voir. Et ce qu'on a remarqué avec le baromètre 2023, c'est que l'engagement des collaborateurs, la satisfaction des collaborateurs s'est effondrée de 12 points. C'est énorme. Et quand on a regardé pourquoi secteur par secteur, si vous venez nous y faire penser, c'est qu'en fait, souvent, les secteurs qui ont beaucoup participé à cet effondrement de la moyenne, c'est des secteurs qui ont été très chahutés par les évolutions qui font que de nouveaux acteurs apparaissent et qu'on peut être anxieux pour la survie de son entreprise. Donc, il y a des entreprises comme ça où les collaborateurs voient bien qu'on ne s'adapte pas suffisamment vite à un monde qui change. Il y a de l'anxiété qui naît et donc du désengagement. Alors, justement, les 11 dimensions de la symétrie. Parce que ce concept de la symétrie des attentions, qui vient de la culture du groupe Accor, hein, nous n'avons rien inventé à l'Académie, on a simplement modélisé ce qui venait de la culture Accor, et puis on l'a déposé, on l'a documenté, et on fait tous les ans des études dessus. Mais beaucoup de dirigeants, d'ailleurs, s'approprient et parlent de la symétrie des attentions, et ça nous fait un grand plaisir. Mais ils nous disent aussi, mais ok, je voudrais améliorer ce repère dans mon entreprise, je voudrais qu'on soit dans la symétrie, mais par quelle bout je prends le problème? Parce que quelque part, c'est un peu trop vaste comme idée. Donc c'est pour ça que nos études nous ont permis de découper ça en 11 dimensions. Alors je ne vais pas vous raconter les 11 dimensions, on n'aurait pas le temps, mais on va les balayer très vite et puis je vais en détailler deux. Nous, quand on fait des baromètres, on va toujours mesurer les choses en miroir des deux côtés. Est-ce que les clients se rendent compte qu'on fait tout pour leur faciliter la vie et s'adapter à eux? Est-ce que les collaborateurs se rendent compte qu'on fait tout aussi pour leur faciliter la vie? Est-ce que les clients ressentent qu'on leur fait confiance? Ou quand ils nous disent quelque chose, on commence par leur demander des preuves. Est-ce que les collaborateurs, on leur fait confiance ou est-ce qu'on reste encore trop d'abord contrôle? Le comportement et le savoir-vivre, c'est quand même la base. Est-ce que quand on s'adresse à un client, on lui dit bonjour madame, bonjour monsieur, que puis-je pour vous, comment je puis vous être utile? Est-ce qu'on fait preuve de ces basiques comportementaux? Et entre nous, quand on se parle dans l'entreprise, est-ce qu'on se parle avec respect? Est-ce qu'on se respecte entre nous? La coopération, c'est une dimension très très importante qui est souvent pas assez documentée dans l'entreprise. Vincent Cespedes, avec qui j'ai eu le plaisir de beaucoup échanger, qui est un philosophe qui travaille beaucoup sur l'entreprise, me disait un jour avec beaucoup d'intelligence, il disait, tu sais Jean-Jacques, les entreprises resteront complexes. C'est vrai que nos entreprises sont complexes en termes d'organisation. C'est normal, le monde est complexe, on est complexe. Il disait la seule façon de lutter contre la complexité, c'est la complicité. S'il y a de la complicité au sein des organisations, la coopération s'installe, on peut travailler ensemble et on avance tous dans la même direction. La considération, est-ce que moi, client, quand je m'adresse à cette entreprise, je me sens considéré comme un être humain? Est-ce que quand je téléphone, parce que je suis au bord de la route, ma voiture est en panne, ou je viens d'avoir un accident, est-ce qu'on me demande si tout va bien? Ou est-ce qu'on me demande mon numéro de contrat? Est-ce que je me sens considéré dans mon unicité, dans ma fragilité, dans mes usages? Et puis moi aussi, en tant que collaborateur, est-ce que je me sens considéré? Et dans ce monde anxiogène dont on parlait, le besoin de considération qui fait que je ressens qu'on me considère bien tel que je suis, en tant qu'une personne unique avec mes problèmes et mes compétences et mes joies et mes anxiétés, et ben c'est de plus en plus important. L'environnement et l'engagement RSE. Est-ce que, effectivement, je sens que cette entreprise qui se propose de me servir, est-ce que je vois qu'elle fait attention à la planète et qu'elle le fait vraiment? Et puis c'est pareil, en tant que collaborateur, j'ai envie d'y participer, j'ai envie d'être dans une entreprise où ceci était vraiment pris en compte. Les valeurs, est-ce qu'il y a oui, les valeurs. Est-ce qu'il y a
est-ce que cette entreprise qui me sert, je comprends comment elle décide. Hein, les valeurs, c'est comment je décide. Et puis, c'est pareil en tant que collaborateur. Et puis, l'harmonie des expériences, je vais en reparler tout de suite, donc je passe rapidement. Compétences et soutien, est-ce que les gens qui me servent ont de la compétence? Est-ce qu'ils me soutiennent dans mes démarches de clients? Et moi, en tant que collaborateur, est-ce que chaque jour, on développe mes compétences? C'est toujours en miroir que c'est mesuré. Autonomie, initiative, je passe, ça se comprend bien. Est-ce que le client a l'autonomie qu'il souhaite avoir? Il peut même avoir de l'initiative, et c'est pareil pour le collaborateur. Et l'écoute et le feedback. Est-ce que quand je suis client et que je dis quelque chose, est-ce qu'on m'écoute? Est-ce que quand je réponds à une enquête, est-ce que j'ai du feedback? Hein, et en tant que collaborateur, est-ce qu'on m'écoute quand je dis quelque chose? Et également, est-ce que mon manager me fait du feedback? Les collaborateurs en France souffrent des managers qui ne leur font pas assez de feedback. Alors, on va décortiquer. Je passe rapidement le schéma parce qu'il vous montre, en fait, ça c'est le baromètre qu'on vient de sortir en 2023. Donc, pour qu'une dimension soit installée, il faut qu'elle soit supérieure à 55. D'après nos normes, on voit qu'il n'y en a qu'une seule qui est au-dessus de 55. On voit qu'il y en a quand même 4 qui sont plutôt positifs côté collaborateur et encore pas suffisamment développés du point de vue des clients. Alors ça peut être quand même facile parce que si cette dimension existe du côté collaborateur, c'est plus facile d'aller chercher cette même dimension auprès des clients. Et puis, il y a trop de dimensions qui sont dans le rouge. Il faut savoir que les entreprises qui font, parce qu'on a ce baromètre, on le fait sur des panels, mais on le fait aussi sur des fichiers clients et collaborateurs d'entreprises. Et il y a des entreprises qui le font régulièrement. Il y en a même qui ont eu un label qu'on a appelé Équipe heureuse, client heureux. Et on voit que ces entreprises qui font la course en tête, vous parliez tout à l'heure, vous citiez des exemples tout à l'heure de marques, on voit qu'elles ne sont pas à 55 sur ces dimensions. Elles sont à 70, 80. Donc 55, c'est bien l'expression d'un minimum vital, on va dire. Quand on regarde maintenant, parce que quand on montre ça à des dirigeants qui cherchent tout de suite, et c'est normal, mais ok, d'accord, cette dimension, elle est faible, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer vite? Parce qu'il y a aussi besoin de réactions rapides. Donc nous, comme ça fait des années qu'on fait ça, et qu'on rencontre beaucoup d'entreprises, on a accumulé ce qu'on appelle une 150 à peu près, puis il y en a tous les jours de nouvelles, 150 pratiques d'excellence qui permettent, qu'on peut proposer à des entreprises de façon à dire, tiens, si tu as une dimension qui est faible, voilà une idée que tu peux peut-être transposer à ta réalité qui pourrait t'aider à avancer. Alors, on va prendre que 2 dimensions parce qu'on manque de temps, mais d'abord la considération. Qu'est-ce qu'on peut faire pour montrer aux clients qu'on les considère plus? Les clients sont systématiquement remerciés pour leur encouragement et leur signalement d'un dysfonctionnement. On ne traite pas la réclamation. On est passé au-delà de ça. On dit merci, vous nous aidez vraiment à nous améliorer. Et ça, c'est de plus en plus pratiqué par les entreprises qui ont compris cette dimension de considération client et que chaque réclamation, que chaque remarque d'un client est une pépite qui nous permet de progresser. La considération également client, c'est toute réclamation adressée à la direction générale fait l'objet d'une réponse de la direction générale. Ce n'est pas la lettre, j'ai écrit au président et je reçois un formulaire. La considération, c'est la relation d'égal à égal. Okay, j'écris au directeur général, c'est le directeur général qui me répond. Ça paraît être la moindre des choses, mais ce n'est pas toujours pratiqué comme ça. La considération collaborateur, c'est qu'est-ce que je fais pour dire merci à mes collaborateurs. Là, c'est un exemple qui est pris avec Thierry Cotillard d'Intermarché, qui avait pris la peine de vraiment formuler sa reconnaissance auprès de ses collaborateurs, après, quand ils ont traversé, comme nous tous, la crise, mais il avait pris la parole pour vraiment leur dire merci, bravo, je suis fier de ce que vous avez fait, et vous l'avez fait avec votre cœur. La considération collaborateur, c'est des démarches qui sont mises en place pour identifier les irritants des collaborateurs. Beaucoup d'entreprises parlent de la réduction des irritants. Ils sont câblés clients quand ils le font. Mais les collaborateurs rencontrent aussi des irritants dans l'exécution de leur métier. Et ils veulent bien faire leur métier. Donc quand ils rencontrent un irritant, c'est une source vraiment de désengagement. Et si on les aide à réfléchir à la façon de dépasser ces irritants, à ce moment-là, ils se sentent considérés. Ils sentent que leur expérience est importante pour nous. Autre dimension importante, surtout par rapport à vos métiers, c'est l'harmonie entre les expériences humaines et numériques. On est tous maintenant dans un monde où la relation elle est humaine et numérique. On est toujours sur les 2 jambes. Permettre aux clients menant une action sur le digital de facilement basculer sur le contact humain, c'est quand même la moindre des choses. Mais ce n'est pas vrai pour toutes les entreprises. Vous avez des entreprises, quand vous voulez les joindre, il faut faire preuve de beaucoup de... Il faut aller fouiller au fin fond du site Internet pour trouver le contact. Autre élément important de l'expérience humaine et numérique, c'est faire en sorte que les outils de contact à distance puissent être utilisés par les personnes en situation de handicap. Il y a de plus en plus de gens fragiles dans notre société. Si on n'intègre pas cette fragilité
et que nos systèmes d'interaction avec les clients n'intègrent pas cette dimension de l'humanité, ben, on n'est pas dans une harmonie entre l'expérience numérique et l'expérience humaine. Et c'est vrai aussi pour l'expérience collaborateur, hein, ce que je dis là. Pour les collaborateurs, justement, ben, donner accès à l'interface digitale des clients. Il y a des entreprises où, encore une fois, vous pouvez être dans un centre d'appel, le client il est sur son appli de l'entreprise, il est coincé, il n'y arrive pas, et le collaborateur, il n'a pas accès à l'appli. J'espère que ce n'est pas le cas dans vos entreprises. Mais il y a des entreprises qui ne sont pas venues ici, qui font encore vivre ça à leurs collaborateurs. Préparer les collaborateurs à des relations dans le monde immersif, on en parlait ce matin, on a déjà parlé de Decathlon. C'est vrai que ça fait partie des entreprises quand même dont on peut reconnaître qu'ils font un peu la course en tête sur tous ces sujets. Et eux, ils ont quelqu'un qui s'occupe d'aider les collaborateurs à intégrer ce monde du futur, même s'il n'est pas immédiat, comme ça a été très bien dit. Mais il faut aider aussi nos collaborateurs à se préparer à l'avenir. Alors, si on reprend ces dimensions rapidement pour conclure, et là, si vous voulez bien y participer. Il nous reste 1 minute, Jean-Jacques. On n'aura pas pu prendre les questions des participants, il nous reste 1 minute. Il reste 1 minute, et ben on va conclure. Donc, en synthèse, la question que vous pouvez vous poser pour vos entreprises, hein, c'est est-ce que, par rapport aux quelques exemples que j'ai donnés, est-ce que c'est déjà en place dans votre entreprise? Est-ce que c'est en apprentissage dans votre entreprise? Est-ce que c'est à installer? Vous n'y aviez pas pensé, mais peut-être qu'on pourrait faire ça ou quelque chose de comparable. Puis vous avez aussi le droit de dire que ce n'est pas nécessaire pour votre entreprise. Hein. Et vous pouvez faire ça pour la considération, vous pouvez faire ça pour l'harmonie des expériences humaines ou numériques, ou pour les autres dimensions que vous auriez choisi de travailler pour réussir. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Jean-Jacques Gressier. Allez, on va quand même être gourmand. J'avais plusieurs questions dans la salle, 4 d'entre vous. Il y a Mélanie, il y a Pascaline, il y a Vincent, il y avait Thomas qui avait des questions. Ils viendront te voir pendant les éléments. Merci pour tout ça. Il y a un point que tu as mis dans ta présentation qui était très important, c'était le manager qui est responsable de 70% de la variance. Ouais. Si ça ne marche pas, c'est un problème de casting, c'est un problème de recrutement. Que foutent les DRH? Non, je pense que ne faut pas. Moi, je pense qu'on n'a jamais le droit de condamner un manager tant qu'on n'a pas tout fait pour le faire réussir. C'est comme un collaborateur. Mais on les forme un peu, les mecs qui montent, plutôt que leur donner un truc parce que ça fait 5 ans ou 10 ans qu'ils sont là, on leur donne le rôle de chef, mais ils ne sont pas formés. Souvent, quand ça ne marche pas, c'est parce qu'ils sont pas formés. J'interviens dans des entreprises où je constate que des gens qui étaient des bons, on va dire des bons collaborateurs, des bons, peu importe comment on les appelle. Ils ne sont pas forcément des bons managers. On les a nommés managers et on ne les a pas accompagnés. Non, on les envoie. Alors des fois, on a perdu un très bon collaborateur et on a perdu un manager, puisque dans le fond, il ne va pas redescendre et il va partir. Donc non, je crois qu'il y a une vraie responsabilité à comprendre aujourd'hui que le management, travailler ensemble n'est pas facile. Le management est quelque chose de difficile. Il faut s'adapter à des collaborateurs qui ont des aspirations différentes. Il faut gérer des moments individuels, des moments collectifs. On gère de plus en plus des gens qui sont à distance. Tout ça, c'est très compliqué. Hein, et on voit bien que l'exigence de nos collaborateurs pour qu'ils soient engagés, elle ne fait qu'augmenter. Si on n'accompagne pas, si on ne développe pas les compétences de ces managers, d'ailleurs, les entreprises, c'est tellement vrai, quand elles veulent nommer à l'intérieur des managers, il n'y a pas de candidat. Ouais, difficile. Donc ça, c'est un signe. Hein, voilà. Donc non, effectivement, les managers sont responsables effectivement de l'engagement de leur équipe, mais à ceux qui les supervisent d'en prendre conscience et de faire. C'est aussi leur responsabilité, en fait. Mais moi, je suis contre toutes ces entreprises où parfois on se réveille et on condamne ceux qui ne sont pas prêts. On ne les a pas formés, on ne les a pas accompagnés. Donc vous avez une bonne nouvelle, et merci Jean-Jacques. Téléchargez le baromètre 2023, il y a les 11 points, je pense que ça vous donne aussi de la matière. Voilà, je crois qu'on peut applaudir Jean-Jacques. Merci beaucoup Jean-Jacques, merci à toi. Merci. Merci à vous. On se retrouve dans quelques minutes ici même pour l'avenir de la publicité sans les cookies, ce qui nous fera une conférence juste avant d'aller déjeuner. C'est super. Voilà, merci beaucoup.